Bonjour, Économie vous propose ce mois-ci de partir à la découverte de l'ESS. 3 lettres pour économie sociale et solidaire. 3 lettres pour une autre façon de concevoir l'économie plus respectueuse de l'homme et de son environnement. Ces militants et défenseurs la présentent comme une alternative à l'économie de marché et à l'étatisme. Comment ? Pour quelle réalité ? Quelle perspective ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Nous sommes ici dans les locaux d'Initiative, une association d'aide à l'insertion implantée à Ajaccio. Jordan Véron, bonjour. Vous êtes la directrice de cette association. Quelles sont vos missions et vos activités ? Alors, l'association est porteuse de 3 chantiers d'insertion. Nous sommes dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Nous avons 3 chantiers, un de réparation de tout ce qui est déchets, d'équipements électriques et électroniques, un chantier de repassage et de couture et un chantier d'espace vert. On a 35 salariés en insertion professionnelle et nous sommes 8 salariés permanents. Dans quelle mesure cette association, Initiative, s'inscrit dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire ? Alors l'association s'inscrit pleinement dans l'économie sociale et solidaire à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que notre mission, c'est vraiment l'insertion de personnes en rupture avec le monde du travail. Par ailleurs, on répare quand même du matériel électroménager, entre autres, et on le propose aux bénéficiaires des minima sociaux, mais pas uniquement. Donc on est sur la seconde vie du produit et on est aussi dans l'économie circulaire et le développement durable. Jordan Véron, merci de nous avoir accueillis dans les locaux de votre association. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas seulement de l'insertion, comme on vient de le voir ici. Agriculture, tourisme, services et aide à la personne. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi une télévision de proximité en Corse. On la retrouve aussi dans des mutuelles et des banques. Bref, l'ESS a de multiples facettes. Nous tenterons de comprendre ce qui fait sa différence avec des entreprises du secteur privé et nous verrons comment elles se distinguent du service public. Mais pour commencer, petit éclairage avec vous, Dominique. Que pèse et représente l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en Corse ? Quelques chiffres clés, Stéphane, pour le mesurer. Tout d'abord, on recense dans l'ESS plus de 1000 établissements employeurs. La majeure partie, 85%, sont des associations. Pour le reste, 8% sont des coopératives et 6% des mutuelles. L'économie sociale et solidaire génère plus de 8000 emplois, soit 12% de l'ensemble des emplois du secteur privé. À noter la très forte présence de l'emploi féminin. 72,5% des emplois sont occupés par des femmes. À titre de comparaison, elles ne représentent que 38% dans le secteur privé, hors ESS, et 55% dans le public. Question rémunération, quelle est la situation ? On ne trouve guère de hauts salaires dans l'ESS. Effectivement, Stéphane, le salaire annuel moyen brut est de 25 000 € dans les associations, 44 000 € en coopérative et 37 000 € en mutuelle. Et dans quel secteur l'économie sociale et solidaire est-elle présente ? Elle pourrait dans de nombreux secteurs, mais il y a des secteurs prédominants. Près de 55% des emplois relèvent de l'action sociale. Largement derrière, on retrouve les activités financières et assurances. En clair, l'ESS est surtout représenté dans les activités de service. Même constat, si l'on zoome sur les métiers, certains métiers sont davantage représentés. L'ESS concentre en effet plus de 60% de ses emplois dans une vingtaine de métiers. Les aides à domicile et les aides ménagères totalisent le plus grand nombre d'emplois avec 1105 salariés. D'ailleurs, les structures de l'ESS sont presque les employeurs exclusifs de ces métiers. Elles comptabilisent près de 3 emplois sur 4. Dans le même ordre d'idée, le métier animateur socioculturel et de loisirs comptabilise les 2/3 des effectifs. Idem pour les aides médico-psychologiques, Stéphane. Un mot des contrats de travail. Y a-t-il davantage de CDD, de CDI ? Eh oui, l'ESS représente la plus faible proportion de contrats de travail à temps complet. 65% de ses effectifs contre 80% pour le reste du privé, 84% pour le public. Néanmoins, la plupart des contrats à temps complet a augmenté de plus de 3 points depuis 2010. L'économie sociale et solidaire est un gros pourvoyeur d'emplois dans le secteur du service et de l'aide à domicile, une activité en plein essor et en plein développement. Plusieurs associations sont implantées. La plus importante et la plus connue est l'ADMR pour aide à domicile en milieu rural. Elle compte 2 structures sur l'île, l'une en Corse du Sud, l'autre en Haute-Corse.
Maya Gradiagne et Stéphane Napera ont rencontré des bénéficiaires et des bénévoles de cette très grosse association à Ponte-Lecce. Je cherchais un CDI et l'ADMR m'a proposé le CDI de suite. Jennifer Clémençon travaille à l'ADMR depuis avril 2017. Elle est aide à domicile dans le secteur de Ponte-Lecce. Coucou. Bonjour, ça va? Avec 2 collègues, elle monte à tour de rôle à Moltevao pour accompagner Lydia. 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Alors tu me fais les carottes vichy. Je dois manger maintenant que des légumes. Un repas de régime qu'elles préparent ensemble. L'ADMR, c'est un organisme. Ils viennent pas que pour le ménage. Hein. Il y a des jours où je peux me lever, me mettre, admettons, mais il faut quelqu'un toujours à côté de moi pour m'aider pour la cuisine et tout ça. Et puis, il y a des fois, j'ai pas le moral. Heureusement que j'ai la personne avec qui je peux me parler beaucoup, me confier. Un travail exigeant, parfois lourd, qui attire 90% de femmes, car le poste a certains avantages. Voilà. Je suis à 3/4 temps. Et donc du coup c'est plus simple au niveau des enfants. Le fait que par exemple ma dernière qui va avoir 2 ans est à la crèche qui ouvre à 8h et qui ferme à 18h. Donc moi je sais que je commence à 8h30 le temps du trajet. Donc j'arrive à l'heure et je finis dans les alentours de 4h30, 5h. Donc j'ai le temps d'aller la chercher. Donc oui, c'est beaucoup plus pratique au niveau des heures. Plus pratique aussi pour Lydia, car rien qu'en Haute-Corse, l'ADMR emploie 820 salariés. L'assurance pour la bénéficiaire d'avoir toujours quelqu'un de disponible, des heures de présence essentielles pour continuer à vivre chez elle et qu'elle n'a pas à payer. J'ai besoin d'avoir quelqu'un parce que je suis handicapée à 80%. Je suis hémiplégique. J'ai pas les moyens de prendre quelqu'un. Il y a quand même des aides par le conseil général. Et c'est vrai que si j'avais le moyen de prendre quelqu'un à part, je le ferais. L'autre avantage, c'est de profiter du réseau et des services administratifs de l'ADMR. S'il te plaît, avant de partir, oui, tu dois aller au bureau parce que tu sais, j'ai un problème avec ma douche. Je peux pas monter seule. C'est mon mari qui m'aide. Mais là, c'est trop, j'arrive plus. D'accord. Et donc le signaler au bureau que tu as du mal à monter et à descendre. Elle est trop haute. Le quotidien des aides à domicile, c'est aussi la route. Chaque semaine, Jennifer fait une centaine de kilomètres. Moi, personnellement, j'aime bien rouler, donc ça ne me gêne pas du tout. Après, c'est peut-être plus fatigant, c'est au dernier bénéficiaire pour rentrer chez soi qui est un peu plus compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, ça ne me gêne pas. À l'ADMR de Haute-Corse, les kilomètres sont remboursés à 100% et génèrent des heures de paie. Ce n'est pas le cas partout. Arrivée au bureau, Jennifer transmet les informations à sa responsable de secteur. Pour la fiche technique, si on pouvait rajouter un nouveau régime alimentaire. Ensemble, elles mettent à jour les renseignements de la bénéficiaire. De son côté, la responsable montera un dossier avec les organismes partenaires pour que Lydia ait une douche adaptée à son handicap. Depuis 7 ans, l'ADMR de Haute-Corse est certifiée Norme AFNOR, un label qualité pour lequel elle a dû uniformiser ses procédures et améliorer ses pratiques. Un argument pour faire face à la concurrence très forte dans le secteur de l'aide à la personne, qui ne se limite pas au public fragile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aide beaucoup les actifs, donc en garde d'enfants à domicile, en entretien du domicile, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, en général, les 2 parents travaillent, donc c'est difficile de s'occuper des tâches quotidiennes. Donc voilà, on s'est vraiment diversifié vers ces publics-là pour aussi diversifier notre activité. Autant de services qui nécessitent de nouvelles qualifications. Aujourd'hui, la structure emploie 30% de personnel diplômé mais forme ses salariés en interne, de quoi envisager une évolution de carrière pour Jennifer et ses collègues. Vieillissement de la population, allongement de la durée de vie, l'aide à la personne est en évolution. Malgré des différences avec la Haute-Corse, l'ADMR de Corse du Sud est également très importante. 700 salariés, 120 bénévoles, qu'il a fallu structurer au fil des années et de la croissance. Les défis sont importants pour l'association face à la concurrence du privé et la baisse des dotations. C'est ce que nous explique André Coastane, le président du conseil d'administration de l'ADMR de la Corse du Sud.
Quand on définit ce que c'est réellement l'économie sociale et solidaire, c'est concilier la solidarité, c'est aussi des performances économiques à avoir, c'est aussi une équité sociale. Et tout ça, l'ADMR, à travers son organisation statutaire, est dans ce cadre-là plein et entier. Quelles sont les ressources de l'ADMR et ensuite, quels sont vos objectifs? Les ressources de l'ADMR d'abord sont d'ordre public, puisque à partir du 1er janvier, et c'est le cas, c'est la CTC donc qui aura en charge le financement de l'aide sociale. Ensuite, au niveau financier, nous sommes dans l'obligation d'avoir des résultats financiers, d'avoir une gestion très précise, puisque bien sûr les collectivités nous demandent des résultats. Alors aujourd'hui, ces aides publiques, elles sont de quel ordre et elles représentent quoi dans le budget, combien dans le budget actuellement de l'ADMR de la Corse du Sud, je précise, ça représente à peu près 85% de notre budget. Des services qui ne sont pas des aides directes. Qui ne sont pas des aides directes. Et cela nous oblige bien sûr à avoir des ressources de qualité, un travail de qualité, un apport social important auprès de nos salariés, etc. C'est un secteur difficile. Quelles sont les conditions de travail aujourd'hui de ces salariés? Nous mettons un point très particulier à accentuer une politique de formation très performante. Et bien sûr, dans le but d'améliorer la qualité de nos services. Le deuxième point, c'est, et ne l'oublions jamais, c'est pour l'ADMR, c'est des valeurs. D'entrée de solidarité, c'est aussi une éthique de comportement que tous les jours, les salariés mettent en œuvre au quotidien auprès de nos bénéficiaires. On essaye de proposer des activités globales afin de résoudre tous ces problèmes. D'autre part, l'ADMR, c'est aussi la création d'emplois, des emplois non délocalisables, notamment dans le rural. Quand nous apportons des prestations de services à la personne, ça permet aux personnes âgées aussi de vivre dans le rural auprès de leur famille, de leurs amis, et cela, pour nous, revêt une importance capitale. Aujourd'hui, ce secteur de l'aide à domicile est un secteur qui est concurrencé. Comment vous démarquez-vous et comment percevez-vous cette concurrence? Pour faire face à cette concurrence effrénée, nous basons notre travail d'abord, je l'ai déjà dit, sur la qualité du travail réalisé. On va à l'avenir essayer de diversifier notre activité, proposer d'autres choses, notamment la prévention des accidents à domicile, notamment sur des politiques d'habitat partagé, notamment diversifier notre activité touchant le tout public, les mini-crèches, les crèches, etc. Et tout ça fait que l'ADMR à l'avenir va se repositionner sur un marché beaucoup plus large. Il y a une obligation, sinon de rentabilité, en tout cas de performance économique? De performance économique, contrarié, ce que nous n'avions pas, ce que nous ne connaissions pas il y a de ça une vingtaine d'années, contrarié bien sûr par l'arrivée de ces grands groupes qui proposent à des tarifs véritablement bas, mais qui ne reflètent pas la réalité du travail exécuté par les salariés. Et cela nous met bien sûr dans le droit fil d'une gestion beaucoup plus contraignante. Comment être certain que l'ensemble des valeurs sociales, solidaires, sont respectées? Faut-il mettre en place une forme de gendarme de l'ESS? D'abord, les collectivités exercent des contrôles au domicile, et d'autre part, nous avons aussi en interne, bien sûr, la mise en place de contrôles bien précis sur la réalisation du travail. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que vous attendez justement ou de quoi auriez-vous besoin pour pouvoir consolider en quelque sorte votre activité et la pérenniser dans les années qui viennent? Et on s'est engagé sur une politique de diversification, tout en maintenant bien sûr notre activité historique qui est l'aide de perte à l'autonomie. Nous avons créé d'autres services, services de soins infirmiers à domicile. Nous avons une plateforme de répit pour les aidants. Parce que souvent on pense aux patients, mais c'est souvent l'aidant qui est en difficulté. Nous avons aussi un accueil de jour Alzheimer qui est situé à Ajaccio, et nous avons une équipe de soins Alzheimer très, très professionnelle et efficace sur le terrain. Est-ce que le risque, ce n'est pas de voir mis en place une forme de service public au rabais avec des pouvoirs publics qui renoncent à certaines missions et qui en quelque sorte vous demandent de les assumer, mais avec des contraintes qui sont difficiles? Et il est certain que
ces dernières années, nous avons été confrontés à la raréfaction de l'apport financier des collectivités, avec une réduction des plans d'aide. Et c'est vrai que cela pose problème à l'avenir, en espérant qu'il y ait la prise en compte de toutes ces difficultés. L'ADMR, comme d'autres associations de ce type, est très structurée partout en France. Mais l'esprit de l'économie sociale et solidaire se retrouve pleinement dans des initiatives locales portées par des militants quotidiens de l'ESS. C'est le cas de Marie-Florence Dabrin et de Philippe Andréagne. Ce couple installé en Balagne a fait le pari fou d'ouvrir un garage solidaire. Ils ont depuis diversifié leur activité. Maya Gradiagne et Stéphane Lapéra les ont accompagnés dans leur quotidien. On n'existe pas s'il n'y a pas un besoin. On ne fait jamais d'opportunités économiques quand on est dans l'économie sociale et solidaire. Marie-Florence Dabrin et Philippe Andréagne ont créé un garage solidaire à Calvi il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont à la tête de Corse Mobilité Solidaire et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont complémentaires. Moi, sur la partie mécanique, voilà, c'est mon domaine. Après, sur la partie montage dossier, montage de projet, si c'est pas Marie-Flo, voilà, c'est pour ça que les deux vont ensemble. Et moi, ça ne vous aura pas échappé que sur la partie mécanique, en revanche, rien. En 2014, devant leur télé, ils voient un reportage sur un garage solidaire dans les Hauts-de-France. Le principe, favoriser l'emploi par la mobilité et l'insertion économique. En clair, le garage adapte ses tarifs aux revenus financiers des clients, ce qui permet au public fragile d'accéder à la mobilité. Mais ce n'est pas tout, car le garage lui-même emploie des salariés en contrat d'insertion. En quelques mois, Marie-Florence et Philippe créent leur association et montent leur projet, mais lorsqu'ils parlent de lutter contre la précarité en Balagne, on ne les prend pas au sérieux. C'est ça qui est mal passé comme message. Mais il n'y a pas de précarité en Balagne, madame. Pourquoi voulez-vous créer une solution à un problème qui n'existe pas? Voilà. Je pense que c'est ça la réalité. Et c'est quand on crée après des structures comme ça et quand on touche du doigt, on voit que la précarité, elle y est même plus qu'ailleurs. Hein. Puisqu'on voit les publics qu'on a, on voit le service qu'on rend, la clientèle qui vient nous voir, les gens qui sont dans le besoin et dans la panade totale. 3 ans plus tard, Corse Mobilité Solidaire compte 700 adhérents et elle diversifie ses activités. En 2016, l'association ouvre un 2e chantier d'insertion avec sa recyclerie créative. Bientôt, elle inaugurera son Fab Lab. Derrière chaque projet, une réflexion de fond pour une utilité sociale et solidaire. Quand on travaille sur le Fab Lab solidaire, on travaille sur la fracture numérique, on travaille sur l'intergénérationnel, on essaie de faire de la cohésion sociale et territoriale, ce qu'on ne fait pas forcément de la même manière quand on est sur la recyclerie créative, où on travaille plus sur l'économie circulaire, on contribue, ou en tout cas on l'espère, à limiter donc l'étonnage de déchets ménagers, ce qui est quand même un apport important pour la collectivité locale et pour le territoire. Et quand on est dans la mécanique solidaire, on fait de l'insertion par la mobilité. Donc, c'est pas du tout la même nature de service. Insertion, cohésion sociale, valorisation des déchets. À entendre les missions qu'ils se sont fixées, on pourrait en oublier l'essentiel. Corse Mobilité Solidaire est avant tout une entreprise. Les gens confondent souvent le solidaire avec l'action sociale. Donc nous, on est une association, bien sûr, on est une structure de l'ESS, bien sûr, on fait de la solidarité, on est sur la cohésion, le développement territorial, et on peut être considéré par là même comme une association d'entraide, évidemment. Mais on n'est pas là pour faire le job des structures d'action sociale. On fait pas de caritatif, on fait pas d'humanitaire. Ni caritatif, ni humanitaire, mais partenaire et complémentaire des associations traditionnelles. Des partenariats, l'association en a aussi avec Pôle emploi, qu'elle accueille dans ses locaux pour des ateliers, ou encore au travers de la cravate solidaire. Des tenues mises à disposition des demandeurs d'emploi pour passer des entretiens d'embauche. Donc après, c'est bien aussi, c'est que la personne, elle peut sélectionner en fonction de ses goûts. Oui. Et tu vois, clairement sur du neuf. Ah ouais, tout à fait. L'autre frein majeur à l'embauche, c'est bien sûr le manque de mobilité qui touche 20% de la population. Alors, et c'est exceptionnel, Pôle emploi a passé une convention avec Corse Mobilité Solidaire. Pôle emploi va s'engager sur une subvention pour aider l'ATEL ou Mobilida à investir notamment dans du matériel, des équipements, qui pourra bénéficier notamment aux demandeurs d'emploi et permettre de lever des freins à la mobilité. 12 000 € pour acheter des véhicules à louer.
8 € la journée ou 140 € par mois. Un service solidaire qui sera réservé aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs en insertion professionnelle, car les entreprises comme Corse Mobilité Solidaire n'ont pas le droit de faire concurrence aux entreprises traditionnelles. En contrepartie, elles reçoivent des aides publiques et en tant que chantier d'insertion agréé, le garage et la recyclerie solidaire bénéficient également de CDDI, des contrats d'insertion financés à 80% par l'État, des salariés qu'il faut accompagner. C'est un encadrement, mais c'est à tous les niveaux. Après, voilà, c'est respecter les horaires, respecter un employeur, un cadre de vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues souvent après quand on est un peu ou déscolarisé ou un peu livré à soi-même. C'est pas évident. Salariés moins productifs, tarification adaptée au public précaire, autant de facteurs qui empêchent l'entreprise de devenir rentable. Mais ce n'est pas son but. Pour gagner en autonomie et consolider son modèle économique, la structure a fait appel à ce consultant spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Ni formule magique, ni recette miracle. Pour l'expert, tout est affaire d'équilibre. C'est le problème de l'équilibre entre les trois ressources, privées, publiques et volontaires, pour ne pas dire bénévoles. Il est évident qu'au démarrage, ce type de projet s'appuie sur beaucoup de bénévolat. Mais sur la durée, c'est difficile de tenir. Et pourtant, quand on lui demande si Corse Mobilité Solidaire peut atteindre l'équilibre économique, Marie-Florence Dabrin répond par une autre question. Est-ce que c'est souhaitable d'atteindre un équilibre économique? Oui, si on veut devenir un garage traditionnel. À ce moment-là, on arrive à l'équilibre économique, on peut être rentable, on peut même faire du bénéfice, mais on n'est plus du tout une entreprise sociale et encore moins une structure de l'économie sociale et solidaire. Le rêve du couple serait de pouvoir se recycler et de mettre un jour la clé sous la porte, à condition seulement que la précarité ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Loin de cette petite association de Balagne, l'ESS est également présente dans le secteur du tourisme, l'un des principaux piliers de l'économie corse avec le bâtiment. Cette présence est incarnée par la CCAS, la Caisse centrale d'activité sociale de l'énergie. Ce sont les comités d'entreprise d'EDF et Gaz de France ainsi que des filières de l'énergie en France. Michel Fazzini nous accueille sur le site de Marink à Portici, 23 hectares où sont implantés restaurants, différents types d'hébergements et même une salle de spectacle. Mais la CCAS, c'est bien plus que ça. Bien, la CCAS en Corse, c'est 14 centres de vacances répartis sur toute l'île. Nous sommes ici sur le centre de Marink, qui est le fleuron de notre réseau ici en Corse. La CCAS en Corse, c'est 126 emplois permanents. C'est plus de 400 emplois saisonniers et c'est 20 millions d'euros qui sont injectés dans l'économie locale au travers des 300 partenaires que nous avons sur l'île, avec bien évidemment aussi des emplois induits dans ces entreprises. Voilà. Ensuite, la CCAS, c'est surtout un acteur du tourisme social qui donne l'accès aux vacances, qui fait vivre ce droit aux vacances pour les 650 000 bénéficiaires potentiellement qui pourraient venir visiter la Corse. Alors justement, la CCAS fait partie de ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui distingue, dans le secteur tourisme, qui est l'un des piliers de l'économie insulaire, qu'est-ce qui distingue la CCAS du secteur privé, d'autres structures? Eh bien, ce sont des valeurs de partage, de solidarité, notamment au travers des tarifications que l'on propose, puisque l'ensemble des bénéficiaires qui viennent en Corse dans notre réseau payent une participation au coefficient social. C'est-à-dire que c'est qu'en fonction de ses revenus, le tarif n'est pas le même. Tout à fait. En fonction de de la composition familiale du foyer, en fonction des revenus, la participation est calculée très précisément pour chaque famille, pour chaque bénéficiaire qui viendrait sur notre réseau. Alors ça, c'est sur le côté bénéficiaire. En ce qui concerne le mode de fonctionnement de la CCAS, en quoi est-ce que l'on se rapproche de l'ESS? Qu'est-ce qui va faire la différence pour un salarié? Vous me disiez 126 salariés à l'année, des saisonniers. Qu'est-ce qui va le distinguer, ce salarié, de celui qui est dans le secteur privé? Eh bien, d'une part, le salarié est lui-même bénéficiaire des activités sociales, donc il peut profiter lui aussi de ce réseau. Donc ça, c'est une originalité. Et puis, on se fait fort de proposer à nos salariés des statuts et des conventions collectives qui sont solides. Et notamment en termes d'emploi saisonnier, où on propose une fidélisation de nos salariés et qui, d'une année sur l'autre, viennent travailler chez nous.
voilà, dans un esprit constructif pour une jeunesse ici en Corse, qui, je pense, a besoin d'avoir aussi des emplois solides et pérennes. Est-ce que ça signifie que vous faites tout en propre ou il y a aussi une forme de... Vous travaillez également en sous-traitance avec d'autres entreprises localement? Bien évidemment, on est complètement inséré dans le tissu économique local et on partage, je dirais, nos budgets qui nous sont attribués nationalement, en faisant en sorte de faire vivre autour de nous, d'échanger, de faire vivre notamment au travers de l'activité culturelle, puisqu'on est partenaire de plus de 250 structures, que ce soit des simples guides de montagne ou en passant par des structures de spectacles vivants. Aujourd'hui, le budget, c'est 20 millions d'euros globalement. Ouais. Quelles sont les ressources, justement? Ces 20 millions d'euros, d'où viennent-ils? Eh bien, c'est le financement de notre comité d'entreprise, qui est une originalité aussi, puisque c'est un financement qui est basé sur les volumes d'énergie transportés. Et donc, ce budget-là est une dotation qui est nationale et qui est ensuite répartie région par région. Effectivement, la Corse bénéficie de 20 millions d'euros environ pour pouvoir faire fonctionner ces centres de vacances. Il y a 3 ans, petite alerte quand même, à l'échelle nationale, une baisse de près de 100 millions d'euros sur les dotations aux activités sociales au sein de l'énergie. Il y a quand même des inquiétudes qui pèsent sur les activités ou pas? Eh bien, et d'une, on a été obligé de se remettre autour de la table avec les employeurs pour pérenniser notre mode de financement qui avait une tendance à la baisse d'année en année, mais qui était tout à fait, je dirais, logique au vu du démantèlement du secteur de l'énergie. Pour autant, l'ensemble des fédérations syndicales sont allées autour de la table et ont négocié un nouveau mode de financement qui se veut plus pérenne, tout à fait, pour les années à venir. Contrairement à une entreprise du secteur public, est-ce que ça signifie aussi qu'avec ces évolutions, ces changements de statut, on vous demande aussi des résultats différents annuellement? Bien, vous savez, la rentabilité financière n'existe pas. Ce n'est pas forcément un critère que nous mettons en avant. Ce que l'on recherche, nous, c'est la rentabilité sociale, en faisant en sorte qu'il y ait un maximum de familles qui puissent venir découvrir la Corse sur notre réseau. Ça, ce sont nos objectifs. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fonction du chiffre d'affaires que vous avez, à la fin, si vous avez des bénéfices, si vous dégagez des bénéfices, que faites-vous de ces bénéfices? Bien, ces bénéfices sont systématiquement réinvestis. Ils sont réinvestis. De quelle manière? Bien, dans le patrimoine, déjà, puisqu'on a un patrimoine qui date des années 60 et qui nécessite sans cesse d'être remis à niveau. Et puis aussi dans la découverte de la Corse, sans, je dirais, perdre de terrain sur cet aspect-là. On rayonne énormément, on envoie énormément de nos bénéficiaires visiter ce magnifique pays et on investit sans cesse là-dessus, notamment au travers de la jeunesse, puisqu'on a une activité en direction des jeunes qui est très forte. Pour vous, l'économie, le tourisme social, dans cette économie sociale et solidaire, n'est pas menacé et il a un avenir? Comment vous le voyez, cet avenir? Eh bien oui, le tourisme social en Corse a un avenir, puisque nous disposons d'un réseau qui est conséquent. Nous disposons y compris d'un réservoir de potentiel de bénéficiaires à l'échelle nationale. Et notre ambition, c'est aussi d'ouvrir, bien évidemment, à d'autres comités d'entreprise et à d'autres salariés ce réseau, de manière à ce qu'ils puissent venir visiter la Corse. En permettant aux salariés d'autres entreprises d'accéder à ces prestations, la CCAS, premier employeur de Corse dans le tourisme, s'adapte et veut donc assurer son avenir. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas que des associations, ce sont aussi des coopératives, en particulier dans le secteur agricole. 895 exploitations sont engagées dans cette démarche. Elles réalisent 110 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et pèsent 400 emplois et 200 salariés permanents. L'une des plus anciennes, c'est l'UVIB, l'Union des vignerons créée en 1958 à Aléria. Les gens se sont regroupés pour mettre en moyen les outils de transformation de leurs raisins en vin et de conditionnement et surtout de commercialisation. François Franceschi est vice-président de la cave coopérative Union des vignerons de l'île de Beauté à Aléria. Président de la Fédération des coopératives agricoles de Corse, il connaît bien les raisons qui ont mené à la création de cette cave en 1958. Pour ne plus être à la merci du négoce qui venait acheter le vin chez les différents, ou le raisin chez les différents producteurs.
être maître de son destin. 100 000 hectolitres par an, c'est ce que produit la cave à partir des 1650 hectares de vignobles de ses coopérateurs. En tout, elle regroupe 40 exploitants qui y trouvent plusieurs avantages. On travaille moins, quoi. On s'occupe de notre vignoble et tout ce qui est raisin, vin, mise en bouteille, tout est géré par la coopérative. On n'a pas jusqu'à notre chèque, quoi. Notre chèque, il arrive et c'est tout. Autre avantage, la solidarité entre les viticulteurs. En cas de coup dur pour un exploitant, la coopérative peut choisir de l'aider. Une décision votée en conseil d'administration. Petit ou grand, chacun a le même pouvoir de décision. C'est un homme, une voix. Pour le nouveau directeur commercial de la cave, qui a fait carrière dans des multinationales, c'est enthousiasmant. Je trouve que c'est une force pas possible de parler nous. Nous, on fait un bon vin, nous travaillons ensemble, nous commercialisons. Et pas dire tout seul, je commercialise, je fais, mais on parle... Moi, c'est comme ça que j'essaie de le vendre. La COP, c'est avant tout un nous. C'est une équipe, c'est un état d'esprit, c'est un groupe. Alors, ça peut être un petit vigneron, comme un plus grand vigneron, mais il est venu dans la COP pour mettre tout ce que lui, il avait en tout cas, au service du nous. Mutualiser les moyens, c'est augmenter les volumes produits et donc optimiser les coûts en groupant les achats de fournitures, par exemple. Ça permet aussi d'investir dans du matériel coûteux, comme ces chaînes d'embouteillage. Ici, 60 salariés sont employés en CDI. On peut dire qu'en Corse, le modèle coopératif est un modèle qui marche et qui est pérenne, puisqu'elles sont plus âgées que moi et je pense qu'elles seront encore là après moi. En attendant, l'UVIP fêtera ses 60 ans cette année. On l'a vu, la majeure partie des structures de l'économie sociale et solidaire est de type associatif. Plus de 85% des structures. Mais Dominique, à l'image du reportage que l'on vient de voir de Maya Gradiani et de Stéphane Napera, un statut juridique connaît un regain d'intérêt, c'est la coopérative. Oui Stéphane, il y a deux sortes de coopératives. La première est la SCOP. Ces sociétés coopératives de production doivent faire du profit, comme toute entreprise bien sûr, mais elles ont une particularité, elles bénéficient d'une gouvernance démocratique. Elles sont donc gérées par des salariés associés qui détiennent la majorité du capital. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir. Elles conjuguent donc efficacité économique d'un côté et équité sociale de l'autre en permettant aux salariés d'être acteurs lors des grandes décisions et en plaçant l'homme au cœur de l'entreprise. Mais dans ce cas, qui dirige la société ? Comme dans n'importe quelle entreprise, Stéphane, il y a un dirigeant dans une SCOP, mais celui-ci est élu par des salariés associés. Qui dit équité sociale dit également partage du profit équitable, une part pour tous les salariés sous forme de participation et d'intéressement, une part pour les salariés associés sous forme de dividendes, enfin une part pour les réserves de l'entreprise. Ces réserves impartageables et définitives représentent en moyenne 40 à 45% du résultat. Elles vont contribuer à assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà pour la SCOP. Quel est l'autre modèle coopératif ? Alors, il s'agit de la SCIC. Dans cette structure, les mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux d'une SCOP. Toutefois, les membres associés au capital sont de toute nature. Clients, bénévoles, collectivités territoriales ou encore partenaires privés. Seul impératif, la volonté de s'impliquer dans le projet. L'implication et la volonté, c'est ce qu'il faut également pour faire vivre une entreprise sans doute inattendue dans le secteur de l'ESS. Cette entreprise, c'est Télépaèse, une télévision de proximité structurée justement en SCIC. Cette télévision s'est montée en 2006 grâce à la passion d'un homme, Franco Farsetti, que Maya Gradiani et Stéphane Napera ont rencontré. En 5 années, ils m'ont pris un peu pour un fou, des Magua et Zara, qui vaut les goulants à la télévision. Et le 3 novembre 2006, il y avait la naissance de Télépaèse, en direct. Franco Farsetti est PDG de Télépaèse. Il a fondé la télévision locale corse à Santa Rebarata. On a démarré en associatif, loi 1901. Et aujourd'hui, on est en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. L'avantage, c'est quoi par rapport à une SCOP, une SARL ou d'autres structures ? C'est tout à fait, c'est que le salarié et les gens qui travaillent chez nous, ce sont des sociétaires. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont investis, pas des gros moyens, ça va de 50 à 500 €. Ils investissent dans la société, dans le capital, et en même temps, c'est leur outil de travail. Au départ, il n'était que 2 salariés. Aujourd'hui, ils sont 8, 5 en CDI, 2 en emploi d'avenir et 1 en alternance.
Nous, on a toujours pris l'habitude que quand on prend quelqu'un, du moins sous un contrat aidé, dans la mesure du possible, on essaye quand même de le pérenniser. À Télépaèse, le PDG est bénévole et les salariés touchent environ 1 700 € bruts par mois. Des salaires relativement bas pour la profession, mais le budget de la télévision est limité. 250 000 € par an, toute proportion gardée, c'est 10 fois moins qu'une chaîne comme Viasté. La majeure partie du financement de Télépaèse provient de subventions. Le reste émane de la publicité et de mécénat. Qui dit budget limité et équipe réduite dit aussi polyvalence des salariés. Au cours de sa journée, l'alternant de la boîte occupe plusieurs postes, journaliste, maquilleur, présentateur et monteur, une formation qu'il trouve enrichissante. En 2 ans, j'ai appris énormément de choses. J'ai fait énormément de choses, que ce soit à tous les postes, au niveau de la programmation, au niveau du tournage, des reportages, de la présentation. Donc je pense que c'est le meilleur moyen d'acquérir un bon nombre de compétences. Dans le journal qu'il a présenté, les sujets suivent une ligne éditoriale claire. On parle beaucoup des associations locales. Le tissu associatif, pour nous, a une importance vitale parce que justement, c'est grâce aux associations que l'on peut trouver sur le territoire justement cette cohésion, cette communication et puis au quotidien justement des bénévoles qui, sans ces bénévoles, rien ne se ferait. Donc évidemment, nous sommes un peu leur lucarne. Depuis des années, les équipes de la télé locale travaillent dans ces Algeco. Le mois prochain, ils déménageront ici, à Montigello, dans des locaux que la mairie leur loue. 250 € par mois. On a démarré sans rien. C'est-à-dire on a démarré vraiment avec des bouts de ficelle. Et aujourd'hui, quand on achète ne serait-ce qu'une caméra ou ne serait-ce qu'un micro, vous ne pouvez pas vous imaginer comme on l'apprécie, parce qu'on sait d'où on vient. Il y a le matériel de tournage et celui de diffusion, acheté avec l'aide de l'ADEC. Un équipement qu'il partage volontiers avec d'autres chaînes de télévision et de radio, car pour Franco Farsetti, il n'y a pas de concurrent quand les médias sont locaux. On l'a vu, l'ESS est donc multiple et se trouve dans bien des activités de l'économie. De l'insertion à l'agriculture et aux services, elle joue un rôle important. Créer du lien, de la solidarité, tout en intégrant la dimension sociale. Un modèle alternatif confronté à bien des contraintes, notamment budgétaires avec la baisse des aides publiques, mais aussi de contrôle sur le respect de ses valeurs. Pascal Vivarelli, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Corse, estime que la clé est politique. L'économie sociale et solidaire n'est pas supplétif, pas du tout. Par rapport au privé, la vocation du privé, c'est l'optimisation du profit. La rentabilité ? Donc, la rentabilité, c'est une entreprise nécessaire, mais c'est sa rentabilité et à des fins beaucoup plus importantes, c'est un capitalisme, c'est une mondialisation. Mais ça peut être aussi social et solidaire, même si on est dans des entreprises privées. Oui, s'il y a une partie d'utilité publique. Mais c'est très encadré, c'est très encadré. Donc en effet, ça peut être faisant partie d'ailleurs de la Chambre d'économie sociale et solidaire où un collège au niveau du conseil d'administration est représenté. Par rapport au public, je dirais que la vocation du public, c'est pas l'entrepreneuriat. Donc nous, économie sociale et solidaire, on se situe entre l'entreprise privée et le service public. Et au milieu, dans cette économie-là, il y a des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, notre vocation à nous, ce n'est pas le profit, donc, même s'il est nécessaire de faire de la ressource et de faire des bénéfices, c'est d'avoir une utilité aussi sociale et sociétale. Alors comment on les fait vivre ces valeurs dans le monde dans lequel nous sommes, dans l'économie et le tissu économique dans lequel on est, avec quelles ressources, quels moyens, que l'on soit association, SCOP ou d'autres statuts? Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, principalement, est sujette à la subvention. Mais il y a des secteurs de délégation dans lesquels nous sommes incontournables. En même temps, c'est quand même un moindre coût par rapport à l'État. D'autre part, le financement de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire sont liés aussi à certaines ressources qu'elles peuvent développer. Alors là, naturellement, il y a de la coopération en territoire qui peuvent arriver et développer naturellement des bénéfices. Mais le bénéfice surtout, il est en termes d'emploi, il est en termes d'activité et de développement.
de développement sociétal, de développement sur des valeurs, de développement citoyen et même démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains se réclament de ces valeurs-là, que l'on fasse en quelque sorte de l'ESS bashing, comme on peut faire du green bashing en quelque sorte? Alors, il est évident qu'aujourd'hui, dire qu'on est de l'économie sociale et solidaire, c'est bien, ça donne... C'est positif en termes de valeur. Positif en termes de valeur, en tout cas, c'est conçu, tout le monde, comme positif. Naturellement, dans l'économie sociale et solidaire, il peut très bien y avoir des difficultés, voire des choses qui ne vont pas. Alors là, nous... Moi, je fais partie... Est-ce qu'on peut le contrôler? Est-ce qu'il faut le contrôler? Est-ce qu'il faut mettre des instances ou pas? Naturellement qu'il faut pouvoir le contrôler. Alors nous, en tant que Chambre, on ne peut contrôler que ce que l'on peut contrôler. Donc nous, on ne peut contrôler que les gens, les entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire de la Chambre de Corse. Donc pour y rentrer, il faut d'abord demander à y rentrer, il faut qu'on accepte d'y rentrer, et ensuite on signe une charte. Quelqu'un faillirait donc déontologiquement à cette charte, eh bien nous, s'ils font partie de la Chambre, à ce moment-là, naturellement, nous faisons notre acte de gendarme. Maintenant, il faut savoir aussi que l'État a un rôle. Les finances en particulier doivent être contrôlées. Et nous exigeons. Et c'est le cas pour plusieurs des associations. Naturellement. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est de l'argent qui doit être transparent. Et le système que nous revendiquons, qui est un système démocratique, n'admettrait pas justement des failles à ce niveau-là. Alors, puisqu'on parle des ressources, comment imaginer que l'ESS puisse davantage se développer alors qu'aujourd'hui, l'État, en raison des restrictions budgétaires, réduit les dotations pour les associations, pour les collectivités locales qui ensuite les redistribuent? Alors, ce que vous dites est juste. Maintenant, ça nécessite ou de laisser tomber ou d'aller voir de l'avant. Nous avons des atouts. Premier atout, c'est que je pense que tout territoire, en particulier le nôtre, défend au moins les 12% de ces salariés qui travaillent dans cette économie. Donc, les soutenir, donc donner les possibilités de soutien à ces entreprises, c'est un choix politique. C'est-à-dire où on laisse faire l'économie telle que nous la voyons aujourd'hui, où on réfléchit à la place que doit avoir l'économie sociale et solidaire dans notre territoire. Ça signifie la collectivité territoriale, la nouvelle CTU, a un rôle à jouer, lequel? Forcément, puisque l'ADEC est le principal financeur déjà de la Chambre. Mais l'Agence de développement économique. Oui, et d'autre part, la CTU a l'obligation de donner un plan économique. D'ailleurs, il y a les plans Éco 3, il y a les pôles territoriaux, il y a SR2I, il y a beaucoup de choses qui existent. Maintenant, quelle vision vont avoir les gens en Corse qui décident, les opérateurs, de l'avenir de la Corse? À ce moment-là, c'est un choix politique. Va-t-on aider? Va-t-on aller au-delà de cette aide et promouvoir l'économie sociale et solidaire? Nous, c'est le vœu que nous portons. L'ESS, c'est d'abord une affaire de militants? C'est aussi une affaire de militants, mais je dirais qu'au-delà du militant, les 8500 salariés sont des acteurs économiques de l'ESS. Ce sont donc des personnes qui travaillent pour l'ESS. Mais je dirais même que les usagers sont des personnes qui travaillent pour l'ESS. Mais globalement, je dirais que l'ESS, c'est outre l'affaire des gens qui travaillent, des militants, des usagers, mais c'est aussi une affaire surtout politique. Pascal Vivarelli, merci. Merci à vous. Économie, vous le savez, comme chaque mois, vous propose de suivre l'économie au quotidien à travers un certain nombre de parcours et de projets. Ce feuilleton est signé Caroline Ferrer. Dans nos feuilletons précédents, nous avions rencontré nos alternants en lycée professionnel. Aujourd'hui, nous les retrouvons sur le terrain. Vous allez le voir, tout roule pour eux. Quant à notre styliste freelance Marina, elle fourmille toujours tout autant de projets. Notre entrepreneur Alexandre, en revanche, doit subir quelques contretemps. Son projet de fabrication de soda est suspendu à l'arrivée d'une toute dernière machine. Alexandre a fait un aller-retour chez son fournisseur italien en vain. La machine qu'il comptait récupérer, une encartonneuse, est trop volumineuse pour son camion. Donc cette machine, elle va aller où? Ça va, c'est qui va venir. Elle va venir là. La fin de ligne, pour qu'on puisse le faire. Et là, il va y avoir le convoyeur qui va sortir pour récupérer les cartons finis. Quand les machines vont arriver, il faut faire le montage des convoyeurs. Ce qui relie d'une machine à l'autre, qui permet le transport des bouteilles. Et si on n'a pas ça, malheureusement, on ne pourra pas travailler. Et comme c'est assez difficile à réaliser,
Si les machines n'arrivent pas la semaine prochaine, je pense que je ne serai pas prêt pour cette saison. Alexandre songe aussi à se procurer un dépalettiseur pour mettre les canettes et les bouteilles sur la chaîne. Une situation frustrante alors que toutes les autres machines sont déjà en ordre de bataille. Nous verrons le mois prochain si notre entrepreneur a pu finalement lancer la fabrication de son soda. Retrouvons à présent Marina. Notre styliste freelance ne se contente pas d'aider les créateurs à formaliser leur collection. Elle a ses propres projets. Aujourd'hui, elle travaille sur la création d'un t-shirt pour la Saint-Valentin. Je dors pas. Non, c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, surtout au début, c'est des semaines à 70, des fois 80 heures. Je travaille sans arrêt. Voilà, c'est comme ça que... C'est vraiment un métier de passion. Voilà, c'est un métier de passion. On prend les opportunités dès qu'elles se présentent. Au bout d'un an et demi, je suis rentable depuis peu, parce que c'est vrai qu'en plus quand on débute, après on réinvestit aussi dans du matériel. Mais ça fait quelques mois que je suis rentable et que je peux me permettre d'investir dans de nouveaux projets. Vous le verrez prochainement, Marina nourrit un autre projet très ambitieux, Motus pour le moment. Qu'en est-il de Bati, notre alternant en service-restauration? Aujourd'hui, il va tenter de décrocher un stage de 5 semaines. Il se présente dans ce restaurant traditionnel où il avait déjà connu une première expérience concluante l'an dernier. J'aimerais faire en tant que chef de rang, ça. Prise de commande, gestion des stocks. Cette année, tu t'es un peu amélioré par rapport à l'année dernière? Tu penses? On verra ça de toute façon. On est là pour t'aider. J'avais déjà fait un stage de mai à juin 2016. C'était ma première expérience professionnelle. Et donc c'est assez proche de la maison, comme je n'étais pas véhiculé à cette époque-là. Ça m'avait plu, j'avais bien aimé. L'équipe était sympa, ils étaient là toujours pour me guider, pour me montrer les bonnes choses et les mauvaises choses. Et donc c'est pour ça que je reviens, parce que j'apprécie l'équipe et j'apprécie de travailler avec eux. Un stage vite décroché. Pour les employeurs de Lille, une main-d'œuvre locale et bien formée, c'est une aubaine. Certains, on reçoit des CV, ils sont sur le continent, il faut essayer de leur trouver un logement, il faut essayer carrément nous de les loger. On n'est pas hôtel, on est un restaurant, donc on n'a pas de chambre ou de choses à côté. Ceux qui habitent ici, c'est plus facile parce qu'ils sont de suite plus intégrés. Après, nous, si on peut recruter que local, on essaie de recruter que local. Mais c'est l'idéal, ce serait l'idéal. Et c'est pour ça que Bati, du fait qu'il soit en plus très proche, connaît la région, ça lui permet, quand un client demande une question lambda, c'est-à-dire où je pourrais trouver du pain, faire l'essence, un touriste, n'importe quoi, il a en capacité de pouvoir lui répondre. Bati sera chef de rang, peut-être un tremplin pour sa vie professionnelle. Il y a quelques années, Anthony a fait la même formation que lui et il a été recruté en CDI. Je travaillais un peu à gauche, à droite, un peu dans toutes les restaurations. Et après, fin novembre, c'était fin octobre. Fin octobre, j'ai trouvé la place. Franchement, je suis content. Bati profitera de cette expérience pour améliorer ses connaissances sur le vin. Autre apprenti en situation professionnelle, Jean Pascal. Cet élève de terminale du lycée ajaxien Jules Antonine est en contrat d'alternance avec EDF. Comme le jeune homme est mineur, il doit être suivi avec une attention accrue. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas travailler seul. Il faut toujours qu'il soit en binôme. Il faut toujours qu'il soit accompagné par quelqu'un. Et en plus, il ne peut pas prendre des outils pour faire tout. Mais en fait, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Car oui, Jean-Pascal, du haut de ses 16 ans, est un bon élément. Aujourd'hui, il va affecter un compteur à un usager, devenir opérationnel et passer le bac. 2018 sera décidément une année décisive. Il faut faire des efforts et faire le maximum pour pouvoir y arriver. Tu te donnes à fond? Et si je me donne pas à fond, sinon je n'aurai pas mon bac et après voilà. Si j'ai pas de bac, j'ai pas d'embauche. Comment nos acteurs de l'économie insulaire géreront-ils leurs futures échéances? Réponse le mois prochain. Nous arrivons au terme de cette émission. Avant de nous quitter, pour prolonger la réflexion sur l'ESS, je vous renvoie à la lecture de plusieurs ouvrages. Et pour commencer, L'économie sociale et solidaire en Corse, enjeux et perspectives,
Un livre coordonné par Laurent Gardin, Xavier Pierrald et Michel Rombald, préfacé par Jean-Louis Laville, l'un des spécialistes de ce secteur aujourd'hui en France. Les Annales méditerranéennes d'économie ont consacré un numéro spécial en novembre 2016 à la solidarité et aux innovations. Enfin, la nouvelle alternative enquête sur l'économie sociale et solidaire en France de Philippe Frémaux, partisan de l'ESS, mais également critique sur certaines de ses évolutions. Le site internet de la Crèce Corsica vous permettra de retrouver toutes les informations pratiques ainsi que des dossiers sur l'économie sociale et solidaire en Corse. Le prochain numéro d'Économie sera consacré à ce que l'on appelle la Silver Economy. L'ESS y joue d'ailleurs un rôle important car il s'agit des activités du 3e et du 4e âge, souvent présentées comme un nouvel Eldorado, mais pour qui ? Réponse dans un mois.